Bonjour et bienvenue dans cet épisode de ruisseauing. Alors le ruisseauing, c'est comme le canyoning, sauf que c'est dans un ruisseau, pas dans un canyon. Nous sommes à l'été 2022 et je découvre cette maison qui est entourée par ce ruisseau. J'ai décidé d'aller faire un tour dedans pour nettoyer, pour enlever les déchets, parce que il vient de très très haut, il passe devant plusieurs maisons et donc on peut retrouver plein de choses dedans, comme des vieux sachets de croquettes. On va avoir un peu plus loin d'autres déchets un peu plus difficiles, un peu plus dangereux. Et j'essaie aussi, quand c'est possible, de faire sauter les barrages à la biodiversité, c'est-à-dire quand il y a des barrières naturelles, en général en bois ou avec des rochers de plus de 20 centimètres, qui font que les poissons ne peuvent pas remonter. Et notamment dans ce ruisseau, on a une espèce de truite arc-en-ciel qui est très spécifique. Elle se cache d'ailleurs sur les côtés, sur la droite, il y a un mur et l'eau a creusé sous ce mur et c'est là qu'elle va s'installer. Le tuyau que vous voyez là, c'est la pluie en fait, la gouttière directement qui se déverse dans le ruisseau. Et alors officiellement, on n'a pas le droit d'aller comme ça se balader dans les ruisseaux, surtout quand il y a des gardes-pêche. Mais de temps en temps, il y a besoin de mettre les pieds dedans pour dépolluer. Et c'est ce que je fais. Alors je jongle entre les noisetiers, les ronces. J'essaye de voir où est-ce que ce n'est pas trop profond. Mais je peux déjà vous dire que j'ai fini avec les pieds dans l'eau. C'était aussi ma première sortie avec une GoPro, donc vous ne voyez pas mes mains parce que j'ai mis la caméra au niveau du front au lieu de la mettre au niveau du torse. Et je bouge peut-être un peu vite pour certains moments. Alors ce grillage, c'est une séparation entre deux terrains. Donc de ce côté du terrain, ce n'est pas à moi, mais j'en profite pour dépolluer parce que tout ce qui est sur les berges risque de tomber dans le ruisseau et donc d'affecter absolument toutes les espèces qui vivent en contrebas. Alors sur la droite, vous avez un mur en béton qui est donc un peu plus récent que celui que vous verrez plus loin qui est en pierre sèche. Parce que cette maison aurait été construite au XVIIe siècle probablement, à l'époque des mines d'argent, et elle a été habitée depuis. Bien sûr, il y a eu des effondrements, des berges régulièrement, ça c'est normal, c'est un ruisseau de montagne, donc il peut très très vite se charger au moment de la fonte des neiges. Par contre, ces dernières années, il a aussi beaucoup réduit et desséché. Ah bah voilà, là j'ai récupéré un fer à repasser. Un fer à repasser ancien. Pour vous dire qu'on en retrouve des choses. Mais je n'ai pas encore passé le détecteur de métaux, je n'ai pas encore vraiment fouillé. Là, c'était vraiment une première sortie pour voir qu'est-ce que j'arrivais à récupérer. Et là, il y a des choses clairement aucun moyen de les sortir parce qu'elles se sont prises dans les racines depuis des années. Vous ne vous rendez pas forcément compte, mais le courant est assez costaud quand même. Et il y a certaines pierres qui sont quand même glissantes. Donc je me dis heureusement que c'est l'été parce que je peux sécher rapidement et c'est vrai qu'avoir les pieds au frais, c'est sympa. Là vous voyez dans le mur encore une sortie d'eau de pluie.
Et j'en profite pour remonter les branches qui sont un peu longues parce que je sais que je vais pouvoir les passer en haie sèche à un moment ou à un autre. Et que si je les laisse sur la berge côté gauche, bah forcément, un gros coup de vent, un gros coup de pluie, je vais retomber, ça va retomber dedans et je vais devoir les ressortir. Alors parmi les choses que j'ai découvertes, en creusant littéralement, c'est ce morceau d'escalier, et j'ai découvert qu'il y avait en haut de l'escalier une petite plateforme qui est dans cette vidéo complètement recouverte de terre. Ah oui, alors ça ce sont des tuyaux en métal. Alors probablement des conduites de gaz assez anciennes. J'ai vu que dans l'allée, elles ont été utilisées pour armer du béton ou du ciment qui a été coulé pour permettre le passage des voitures. Et là, entre les ronces, à cet endroit-là, c'est super profond. 4 ans après, j'ai toujours pas pris le temps d'enlever le gros tronc d'arbre. Pas gros. Le relativement gros tronc d'arbre que vous voyez là au milieu. Parce qu'il faut y aller à la tronçonneuse. Et je ne me sens pas trop de donner un coup de tronçonneuse en ayant les pieds dans l'eau, sur des pierres glissantes. Non seulement parce que de l'eau sur la chaîne, c'est pas super cool, mais en plus, je tiens à garder mes 2 jambes. Alors vous voyez les petits machins blancs dans le mur là à droite, ce sont des aérateurs. C'est normalement fait pour sortir l'humidité, pour éviter que votre mur ne se mette à fissurer parce que justement il y a de l'eau qui arrive à passer dedans et qui ne sort pas. Mais ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Là, si je passe la main tout en bas du muret sous l'eau, je sens qu'il y a quasiment 20 cm qui a été creusé, qui font des super petites cavernes, des petits abris pour les poissons. Mais ça, c'est vraiment l'eau qui fait son travail. Si on n'enlève pas les branchages, une toute petite branche au milieu peut finir par faire un très très gros barrage et causer des problèmes parce que l'eau va commencer à stagner dedans et va commencer à monter et aller sur les côtés. Donc côté mur, elle ne peut pas déborder, mais si elle se met à essayer de passer côté berge où c'est en terre, là elle va pouvoir éroder une partie de la berge. Creuser et peut-être creuser dans les racines d'un arbre et affaiblir et faire qu'il risque de tomber. Bon, là vous me voyez essayer de bouger le truc. Donc vous avez vu la tête du truc, vous me voyez aussi perplexe que ça, c'est tout à fait normal. Alors désolé hein, pour les gouttes d'eau, elle va rester jusqu'à la fin celle-là je pense. Alors typiquement des poissons pourraient arriver à remonter quand il y a des petites chutes d'eau comme ça, parce que justement c'est pas complètement vertical, ils peuvent arriver à sauter. Mais ça reste pas l'idéal quand même, le mieux c'est d'avoir quelque chose qui est relativement régulier, avec éventuellement des petits barrages, mais où il y a cette petite cascade, un coup à gauche, un coup à droite, ça va aussi ralentir le débit, et ça va éviter qu'il y ait des grosses pierres qui soient emportées. Là, vous voyez que les personnes qui entretiennent les berges de l'autre côté ont parfois fait des coupes d'arbres directement, et il y a des reprises qui ont eu lieu. On peut appeler ça des gourmands. Et parfois ça pousse dans tous les sens. On a quelques noisetiers qui sont vraiment très costauds. Et je suis têtue, hein, vous voyez, hein. J'essaye de le faire sortir ce bout de métal. Et j'y suis arrivée. L'entêtement ça a du bon. Le tout c'est de le faire de manière intelligente, de regarder exactement où ça coince, et d'attaquer directement à cet endroit-là, au lieu d'y aller avec de la force brute.
Vous voyez, j'arrive à placer des informations de coaching dans des vidéos où je me balade dans un ruisseau. Alors là, je sais pas, il y avait peut-être un escalier à un moment, une sorte de surplomb qui est fait en béton, donc pourquoi, comment? Le tuyau qui est dessous, c'est un drain qui passe devant la maison. Et je ne l'avais absolument pas repéré parce qu'il était totalement enterré. Et en fait, je l'ai découvert par hasard, parce qu'il y avait une gouttière qui n'avait pas de sortie, je pensais qu'elle allait dans une sorte de rigole sur le dessus, et non, 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 elle allait dessous, elle passait en dessous de cette rigole pour se vider là, sauf que c'était tellement plein de racines qu'il n'y avait absolument plus rien qui passait. Alors là, vous voyez le magnifique mur en pierre sèche, bien couvert de mousse, hein. Mais pour vous dire que les anciens, ils savaient construire. Parce que ce truc-là, il retient un morceau de la colline quand même. Bon, à cet endroit-là, c'est un peu galère dans le sens où c'est profond et il y a des algues. Alors, je ne connais pas les espèces du tout, mais c'est des algues qui sont relativement longues et qui poussent sur vraiment toute la longueur. Je sors les plus gros morceaux, hein. Il y en a qui seront très heureux d'aller sur le tas de compost. Et je me fais attaquer par des ronces. Et du hou. Là, on a du hou qui pousse. J'en ai un très très bel exemplaire. Il doit faire au moins 25 cm de diamètre. Ah oui, parfois, quand des arbres sont coupés par des bûcherons, ils vont y brancher sur place et laisser tout le petit bois, parce que ça les intéresse pas. Et parfois, ils vont pousser le petit bois, et ça va tomber dedans. Ah, ça, c'est un noisetier. Et vous commencez à voir les morceaux de l'ancien enclos à moutons. Parce que oui, les moutons, ils auraient été très 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 cons, on va le dire. Et ils auraient eu tendance à tomber dans le ruisseau. Donc en fait, tout le long du ruisseau, c'était fermé. Et il y avait un portail. Alors, il y avait au moins plus de moutons depuis 20 ans. Et là, c'est l'endroit où il y avait l'ancien tas de compost. C'est pour ça qu'il y a plein de coquillages qui sont tombés à moitié dans le ruisseau. Donc non, la Saint-Jacques n'est pas endémique des ruisseaux de montagne, mais c'est pour ça qu'il est interdit de mettre des tas de compost à proximité immédiate des cours d'eau. Parce que le moindre débordement, ça peut tomber dedans. Alors, c'est pas trop grave tant que vous mangez pas des trucs qui sont toxiques, mais d'une manière générale, ça peut mariner, peut y avoir des bactéries, et ça peut faire un peu de mal à la faune aquatique. Alors ça, c'est visiblement une pièce d'intérieur de voiture. Je sais qu'il y avait eu des voitures qui avaient été stockées pour pièces le long du ruisseau un peu plus loin. Donc celle-là, elle a au moins fait une quinzaine de mètres. Là, je suis en train de marcher sur le grillage qui est tombé jusque dans le ruisseau. Alors il était installé sur des poteaux en bois et un peu de poteaux en béton. Et là, je ramasse précisément les morceaux de plastique pour éviter de les faire tomber dans l'eau. Mais j'ai pas sorti du tout les outils pour couper tout ce qui était grillage.
Alors ce qui est très sympa, c'est qu'au printemps, toutes les berges là sont complètement couvertes d'ail des ours. Ah oui, il y a aussi des morceaux de tuiles, hein. J'en ai au moins 5 sortes différentes. Et là on arrive dans une partie qui est un peu plus profonde, et vous allez pouvoir voir que le mur, il s'est effondré en fait. Et ça doit dater d'il y a un bout de temps parce que les gros arbres ont réussi à pousser par-dessus. Vous voyez comme le grillage est complètement pris dans l'arbre. Celui-là, faut surtout pas essayer d'en faire des planches, hein. Là, on a aussi des morceaux de poteaux en béton. Et des poteaux en bois. Là, on passe à du grillage barbelé. Et là, je vous montre ce qui est probablement une machine à laver. Donc quand vous dites je vais faire un tas avec tous les trucs que je dois amener à la déchetterie, je le ferai un autre jour. Non. Non. Ne faites pas ça. Parce que vous ne le ferez jamais. Là, je vois une machine à laver. Mais je peux vous garantir qu'il y a des pneus, il y a du béton, il y a d'autres plaques en métal, donc est-ce que c'est de l'électroménager ou pas, je ne sais pas. Mais je suis tombée sur une grille de gazinière et sur quelques bidons. Alors qu'est-ce que c'était comme produit? Je ne suis pas sûre. Mais à mon avis, c'était pas très bon pour les poissons. Pour vous dire que pas beaucoup de gens qui passent dans ce ruisseau. Si ça vous intéresse, l'été prochain, je peux vous refaire une petite descente dans le ruisseau, mais cette fois avec la GoPro au niveau du torse, pour que vous voyez bien comme je galère. Alors là, typiquement, vous voyez la hauteur, on a quasiment 40 cm. Là, les poissons, ils sont coincés. En 2023, il y a eu un gros épisode de sécheresse, et je me suis retrouvée à sortir des poissons qui étaient en train de s'asphyxier pour aller les relâcher plus bas dans la rivière. Parce qu'il y a 2 ruisseaux qui se réunissent pour se jeter ensuite dans la rivière principale qui s'appelle la Lièvrette. Et l'autre ruisseau était encore alimenté, celui-là, on avait vraiment plus que des trous d'eau, et c'est... Quand tu vois certains poissons qui font 25 cm, c'est pas des jeunes, hein. Et le seul truc positif au fait qu'il y ait des poissons asphyxiés qui flottent dans les trous d'eau, c'est que les chats du quartier, ils ont adoré. Alors, ce que je suis en train d'arracher là, avec les racines, ça s'appelle la balsamine de l'Himalaya. Ça ressemble un peu à une orchidée, c'est une fleur qui était une fleur décorative qui ne vient donc pas du tout d'ici. Et en fait, elle est super envahissante, et ça fait partie de ces plantes qui, un peu comme le chèvrefeuille, quand vous les touchez, ça éclate et les graines sont projetées. Et le truc, c'est que celles-là, si elles sont posées sur la terre, comme la renouée du Japon, ça va reprendre. Donc il faut vraiment les faire sécher, les brûler. Et là, on passe sous l'enclos, plus ou moins... je sais pas comment le décrire. En gros, c'est pour que le cheval qui squatte le pré puisse aller directement boire au ruisseau. Et pour éviter qu'elle se barre dans un sens ou dans l'autre du ruisseau.
Et voilà, ça fait 20 minutes que vous me suivez. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc on continue un peu plus loin sur le terrain. On voit vraiment l'effet de l'eau sur les racines des arbres. Et quand on y réfléchit, un saule, je crois que c'est 1500 litres par jour. Et quand on est en période de sécheresse, vous imaginez tout ce que les arbres qui sont autour boivent, mais en même temps la nécessité d'avoir des arbres qui font de l'ombre et qui évitent donc à l'eau de surchauffer et de tuer la vie qui se trouve à l'intérieur, et d'éviter que ça devienne juste des champs de bactéries. Quand je vous disais que quand on débranche, on fout le petit bois sur le côté et puis on attend que ça pourrisse. Ça fait des hôtels à insectes, hein, c'est génial. Mais ton hôtel à insectes, il finit un peu noyé parfois. Alors à cet endroit-là, j'ai trouvé en semi-enterré sous un caillou un pull en polyester qui n'est pas encore visible là, mais qui, avec les pluies hivernales, se sera révélé. Et c'est absolument pas le premier vêtement que je trouve dans ce ruisseau. À chaque fois que j'enlève une grosse branche comme ça, c'est un point d'accroche en moins pour tout ce qui est feuilles mortes, petits branchages, et c'est donc un risque de barrage en moins. Alors si il vous prend l'envie de faire ça, évitez. Ou alors faites très attention. Parce que dès que vous allez déplacer... Alors, je vais reprendre après, parce que là, vous voyez, j'ai trouvé un vêtement. Je ne sais pas ce que la jeune femme a fait pour se retrouver sans jean au bord de l'eau. J'ai un peu peur, j'hésite à faire des recherches, clairement. Donc, je vous disais que si vous déplacez un caillou, il y a des chances que le courant déplace d'autres cailloux, donc vous pouvez vous retrouver avec les pieds coincés. Quand vous bougez des choses qui sont déjà en profondeur, vous allez déplacer tout le sable, vous allez créer des traînées qui sont visibles beaucoup plus loin en aval. Et si vous avez un garde-pêche qui voit que l'eau elle est marron, il va remonter pour voir qui a fait que l'eau est devenue marron. Et si jamais ce n'est pas juste de j'ai déplacé un peu un truc et donc c'est temporaire, dans 10 minutes c'est fini, vous pouvez vous choper une sacrée amende. Donc n'hésitez pas à demander à votre commune s'ils ont des programmes d'aide à la dépollution, parce que vous allez avoir alors l'accord des gardes-pêche, la participation possible de personnes, et c'est sûr que c'est plus facile quand on est plusieurs. Alors oui, les bouteilles, les canettes... Point positif, ça se repère très très vite à la couleur. Encore de la balsamine. Vous voyez? Donc ça, on arrache.
On ne rejette surtout pas dans l'eau ni nulle part. Et il faut surtout pas la casser, hein. C'est vraiment vous tirez jusqu'à sortir les racines avec. Pourtant c'est joli, hein, mais c'est devenu invasif. Donc là on se retrouve vraiment à devoir enlever le moindre petit plan qui est visible, juste pour préserver nos écosystèmes. Bon, les orties on peut les laisser, hein. C'est intéressant à cet endroit-là, parce qu'il y a quelques fils métalliques, il y a un peu de barbelé, mais il y en a beaucoup moins. Et j'ai toujours pas réussi à comprendre comment était exactement placé l'enclos à moutons, parce qu'il y en a sur le haut du terrain, mais vous n'allez pas en avoir le long de l'eau. Ah oui, parfois j'en balance aussi de l'autre côté, hein. Parce que la pente elle est un peu moins raide à gauche, donc il y a moins de chances que ça retombe dedans. Ah oui, pourquoi un bout de tuyau? J'avais repéré qu'il y avait une source qui avait été canalisée, mais un peu plus bas. Donc là, j'ai vraiment aucune idée de ce que ça fait là. Vous avez probablement entendu le chat qui est venu pendant que j'enregistre. Alors à cet endroit-là, vous voyez peut-être que c'est un passage d'animaux. Vous voyez la pente. C'est parce qu'elle est régulièrement empruntée par des biches notamment. Alors, il y a des moments qui font très accrobranche.
Vous voyez la blague où il y a un petit chien qui a une très 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 grosse branche et puis il essaye de passer par sa petite porte et puis il bloque et il comprend pas pourquoi. Bah, c'est exactement ce qui m'est arrivé à ce moment-là, hein. Ça cognait à gauche, ça cognait à droite. Et là, le jeu, c'est ne s'accrocher absolument nulle part. Donc là, on est beaucoup plus loin de l'habitation, ce qui fait que vous avez beaucoup moins de traces humaines. Et quand il y en a, c'est la plupart du temps parce qu'elles sont descendues avec le courant depuis les habitations qui sont plus hauts. J'aurais tendance à dire qu'à partir de là, la prochaine habitation, elle doit être à peu près à 400 mètres. Et là, sur la droite, il y a toute une zone humide, marécageuse. On a essayé de la réaménager sous forme de mare, et c'est à cet endroit-là que les biches et les sangliers viennent se rouler dans la boue. Et on a aussi des grenouilles qui viennent pondre. Il semble qu'il y a encore une dizaine d'années, il y avait des salamandres de feu qui venaient pondre directement au niveau de la source, à l'endroit où elle sort du talus, où l'eau était vraiment fraîche. Mais ce n'est plus le cas. Régulièrement sur le terrain, je tombe sur des morceaux de fil à enclos électrifié. Donc c'est un fil à plusieurs brins avec un brin métal qui, quand vous le touchez et qu'il est branché à une batterie, vous prenez une petite décharge. Le truc, c'est que ça reste du plastique, donc ça tient très très bien, très très longtemps, et un peu trop longtemps. Qu'est-ce que j'aime cette vue. C'est compliqué parce qu'en fait, dès qu'on a un gros arbre, je dis on, mais bon, dès qu'on a un gros arbre, on va se dire, on va le couper et on va le vendre parce qu'effectivement, la quantité de bois a quand même une certaine valeur. Surtout que là, dans le coin, il y a beaucoup de frênes et le frêne est en train de dépérir. Dans quelques années, il n'y en aura vraiment plus, ça va devenir un bois très très court. Mais le souci, c'est que ces gros arbres, en fait, ce sont des arbres qui sont anciens et qui servent la plupart du temps aussi comme repères, comme marqueurs pour délimiter les terrains. Donc parfois il n'y a pas de borne, parfois il y a un arbre. Et ces vieux arbres, ils tiennent aussi les berges. Donc quand d'un coup vous avez une souche et qu'il n'y a plus trop grand chose qui se passe à son niveau, à part le fait de se faire manger par des insectes, bah la berge elle s'écroule aussi. Là vous voyez encore un passage de gibier. Et là clairement, barrage à la biodiversité, hein, aucun poisson ne va arriver à remonter le tas de cailloux qui est un tout petit peu plus haut. Je crois me souvenir qu'à cet endroit-là, c'était relativement profond.
Et j'ai des bottes qui montent à peu près à mi-mollet. Il y a aussi bien sûr des branches d'arbres qui vont simplement sécher, casser, et qui vont tomber dans l'eau. Celle-là, elle était lourde. Alors oui, on met de temps en temps des panneaux du type terrain privé, cueillette de l'ail des ours réservée. Parce que souvent, dans les bois communaux, on va avoir des personnes qui vont, comme les champignons, venir cueillir l'ail des ours. Sauf qu'on a aussi des personnes dont c'est le métier de récolter et de sécher les herbes aromatiques. Et quand vous découvrez que le terrain qui est réservé pour cette personne a été complètement décimé, c'est compliqué. Surtout qu'il y a des personnes qui vont couper l'ail des ours, et il y en a qui vont l'arracher. Quand l'ail des ours est arraché, vous empêchez qu'il reprenne l'année suivante. Donc faut surtout pas faire ça. Si vous voulez récolter l'ail des ours, attention à ne pas confondre avec le muguet surtout, allez-y en le coupant. Surtout pas en l'arrachant. C'est vraiment magnifique la façon dont l'eau arrive à se créer un passage. Et vous voyez comme cet arbre, il est allé mettre ses racines pour juste arriver à tenir. Vous voyez aussi qu'il y a pas mal d'arbres morts. Il y en a quelques-uns qui sont tombés dans les années suivantes. Et là, on arrive à peu près... on arrive bientôt au bout de mon terrain. En même temps, je dis mon terrain, mais sur le plan administratif, j'en suis propriétaire, mais je m'en sens plus comme la gardienne. Dans le sens où mon objectif, c'est de le préserver. Mon objectif, c'est vraiment de lui redonner son état naturel, d'enlever les pollutions, d'essayer de corriger ce que mes ancêtres humains ont pu faire de mal, pour permettre à la nature de prendre au maximum ses droits sur le lieu.
C'est vraiment dommage que vous voyez pas, mais voilà, gros morceau. Morceau de coupe de cet arbre, probablement. Si le bois il est complètement dans l'eau, il ne va pas pourrir, parce qu'en fait, ce qui va créer les moisissures, le pourrissement, c'est aussi le contact avec l'oxygène. Alors vous voyez cet arbre-là, si ça se trouve, il servait de borne. Ou alors c'est le gros suivant que vous voyez un tout petit peu plus loin. J'ai un léger doute. Voilà, on est au bout. Pour vous dire qu'on a mis 40 minutes. Bon, on n'a pas cherché à faire de la marche forcée, hein. Mais ça fait une belle petite trotte quand même. Là, on a des restes de coupes de bois qui étaient probablement destinés à devenir du bois de chauffage, mais qui n'ont jamais été ramenés vers les habitations. Là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a... On peut parler d'énergie. Mais là, à cet endroit-là, l'énergie, elle est légèrement différente. Et là, voilà, là, c'est de la sangle de parc à bestiaux qui va se perdre quelque part sous 10-15 cm d'humus. Là, j'en profite pour ramasser les canettes, les capsules. Quand je vous parlais de haut du terrain, vous le voyez sur la gauche, hein, ça monte pas mal. Et en fait, le terrain s'arrête au niveau des derniers arbres. Après, il devient plat et c'est un pré. Voilà la mare dont je vous parlais, avec la source qui est là, plus haut. On a possiblement une deuxième source par ici qui alimente cette mare-ci. Mais toute la zone est un peu humide, j'ai pas réussi à trouver exactement d'où ça venait. Encore une balsamine. Si un jour vous devez mettre en place un enclos pour un cheval notamment, utilisez plutôt des piquets que de visser des attaches dans les arbres. Parce que le problème c'est que quand vous vissez des attaches dans les arbres, l'arbre va pousser autour, au bout d'un moment vous ne pourrez plus utiliser l'attache, vous ne pourrez plus l'enlever, et si un jour quelqu'un coupe cet arbre et veut en faire des planches, il va complètement casser sa lame sur le morceau de métal. Dans la même idée, si on vous propose d'acheter un morceau de forêt pour en faire des planches, alors que c'est un morceau de forêt où il y avait une ligne de front pendant la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, vous passez vos troncs au détecteur de métaux, ça va faire bip bip tout du long. Ah, j'adore cette petite zone, vous voyez ce noisetier comme il est énorme. Encore un tas de bois de chauffage qui a fait hôtel à insectes. Le jean en taille 34-36.
Voilà, ici avant, il y avait du sable, vraiment du sable, et c'était, on appelle ça un parc à chevaux, enfin, je sais, ou un manège, je sais plus exactement quel est le terme. Là, c'était la bergerie. Là, on a des très très vieux cerisiers qui sont pleins de chancre. Alors, le chancre, c'est une maladie de l'arbre, mais qui n'affecte absolument pas les fruits. Et là, en face, vous avez l'endroit qui servait un peu de décharge, où il y avait plein de choses empilées, et qui se sont effondrées dans le ruisseau. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et à bientôt pour la suite.